Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Fernando Segui, j'enseigne à l'INSPE de l'Académie de Lyon donc pour l'Université Lyon 1. Et donc là, cet après-midi, je vais vous présenter donc le parcours de formation pour les métiers de l'enseignement et plus particulièrement le métier de professeur des écoles. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce parcours et ce métier. Donc, on va balayer un petit peu différents aspects. Donc, pour commencer, déjà, vous présenter la particularité du métier de professeur des écoles. Je vais surtout insister sur la question de la formation des enseignants. La question de la formation des enseignants dans le public. Donc la spécificité du métier de professeur des écoles, c'est la dimension de polyvalence, évidemment, puisque les professeurs des écoles sont polyvalents dans le sens où ils enseignent différents champs disciplinaires, français, maths, sciences, les disciplines artistiques, l'EPS. Donc il y a une polyvalence de connaissances. Il y a également une polyvalence due au public accueilli. Les professeurs des écoles travaillent avec des élèves de maternelle, donc de 2 même à 6 ans, et également des élèves d'élémentaire et potentiellement des élèves plus âgés sur des classes, sur des postes spécifiques type SECPA. Donc la dimension de polyvalence, évidemment, va influencer la question de la formation même des enseignants, puisque peut-être une des premières qualités, finalement, qu'on va privilégier dans la formation, c'est l'ouverture et en tout cas le goût à la diversité des disciplines à enseigner. Évidemment, donc, je le redis, c'est un cadre d'emploi qui relève du service public d'éducation. Donc ça veut dire que lorsque vous devenez professeur des écoles, en passant les concours, vous devenez fonctionnaire d'État. Et donc à partir de là, vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations que vous retrouvez dans des textes officiels que vous pouvez d'ores et déjà consulter. Que sont par exemple le référentiel de compétences des enseignants qui est valable du premier jusqu'au second degré. Les collègues du second degré reviendront dessus. C'est mettre en œuvre une politique d'éducation, bien sûr, et cette politique d'éducation, vous trouvez les textes officiels autour bien sûr du socle commun et puis également des programmes, les programmes d'enseignement pour le premier degré, cycle 1, cycle 2, cycle 3, que vous retrouvez toujours en ligne, vous avez les liens. Et puis je vous indiquerai tout à l'heure les sites de référence auxquels vous pourrez bien sûr vous référer si besoin. Pour devenir donc professeur des écoles, maintenant on va aborder la question de la formation. Vous êtes lycéen, peut-être certains sont déjà étudiants en licence. Donc la première étape, bien sûr, c'est de suivre un cursus de licence. Et comme je vous l'ai dit, le métier de professeur des écoles étant polyvalent en termes de discipline à enseigner, vous avez différentes options de parcours de licence qui vous permettraient de vous préparer au mieux. Je vous en ai mis quelques-uns, quelques parcours possibles que vous retrouvez sur Parcoursup. Premier parcours possible, la PPPE, donc qui est une licence parcours préparatoire au professorat des écoles. Et dans l'Académie de Lyon, nous avons une classe préparatoire au lycée en collaboration avec l'université Jean Monnet et le lycée Foriel à Saint-Étienne, donc qui propose une licence mathématiques et préparation au parcours de professeur des écoles. Donc c'est une licence à dominante mathématique, mais qui a vocation à pré-professionnaliser, à vous
à vous sensibiliser au métier de professeur des écoles. Vous avez compris aussi que donc il n'y a qu'une classe dans l'académie. En gros, on a à peu près une classe par académie de PPPE. Donc autant dire que les places sont peu nombreuses. Et donc il faut arriver avec un profil déjà plutôt mathématique, en tout cas plutôt un profil scientifique, pour pouvoir accéder à cette classe préparatoire. Deuxième possibilité pour la licence, bien sûr, vous pouvez vous inscrire dans toutes les licences qui sont proposées dans les universités de l'académie. On ne peut pas dire aujourd'hui, en tout cas, qu'il y aurait une licence qui serait plus intéressante pour se préparer au métier de professeur des écoles. Toutes les licences sont ouvertes et vous permettent ensuite, dans un second temps, de postuler au Master MEF, dont je parlerai juste après. Un petit point de vigilance sur les licences, donc qu'elles soient scientifiques, sciences humaines ou autres. Pour vous donner aussi un petit aperçu, les étudiants qui sont actuellement en Master MEF premier degré sont des étudiants qui viennent de toutes les licences. On n'a pas de parcours privilégié, encore une fois. Le plus important, c'est que vous choisissez une licence dans laquelle vous êtes bien. Des études qui vous intéressent, qui vous permettent de vous préparer au mieux, qui vous permettent en tout cas d'avoir un parcours universitaire qui vous convienne au mieux. Deux points de vigilance quand même que je vous souligne. Bien vérifier, une fois que vous êtes inscrit en licence, la possibilité qui est offerte par certains parcours de suivre des modules de pré-professionnalisation. Par exemple, ici à Lyon 1, le parcours SVTU propose en licence 3 un parcours de pré-professionnalisation qui vous permet déjà de faire des stages en école. Donc nous co-construisons avec le parcours des périodes de stage en école. Et puis l'autre possibilité, et là c'est une démarche de votre part à faire auprès du rectorat, et même chose, je vous redonnerai le lien plus précisément, donc une demande d'un parcours de licence en pré-professionnalisation. Vous êtes retenu par le rectorat pour effectuer des périodes d'observation dans un premier temps, en deuxième année de licence dans des écoles, puis en troisième année de licence également, observation, et dès l'année de master, on vous confie une classe, une journée par semaine, en responsabilité. Donc c'est ce qu'on appelle donc les parcours d'AED. Et donc là, vous avez donc le lien pour évidemment postuler sur ce parcours, donc en parallèle de vos études universitaires. Et donc c'est un parcours qui est ouvert aux étudiants et avec une priorité sur des critères sociaux. Une fois votre licence décrochée, vous allez pouvoir postuler au Master MEF, donc métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, qui est proposé dans les 4 universités de l'académie, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et l'UJM, donc l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Et donc pour Lyon 1, le site de formation se situe à la Croix-Rousse, dans les locaux de l'ancienne école normale de garçons, pour celles et ceux qui connaissent. Donc un master qui est tourné complètement sur le métier de professeur des écoles, donc MEF mention premier degré. 2 années de master dans lesquelles on vous forme à la fois à des questions universitaires, à des questions d'apprentissage, justement, de poursuite d'études universitaires, évidemment au métier, avec des périodes de stage que nous co-organisons avec le rectorat. Donc nous nous occupons de vous mettre en stage, donc vous n'avez pas de démarche à faire pour cela. Et puis un travail aussi d'encadrement qui vous permet aussi de faire un travail de recherche autour des questions d'enseignement.
puisque ces 2 années de master se terminent également par la production d'un mémoire de recherche autour de questions d'enseignement, bien sûr autour du métier d'enseignant du premier degré. Un petit mot rapide sur les stages. Les stages en M1 sont organisés sur un équivalent de 6 semaines de stage sur l'année. Et puis en deuxième année, le choix est fait aux étudiants soit de prendre un stage qui correspond à 12 semaines de stage sur l'année, soit de faire un stage d'observation et de pratique accompagnée, soit d'être en responsabilité d'une classe sous la forme d'un contrat avec le rectorat. Et donc là, les étudiants ont une classe, 1 jour par semaine, sur toute l'année, en responsabilité, de façon à ce qu'ils puissent peut-être aller un petit peu plus loin dans la pratique enseignante et se préparer au mieux à un autre élément qu'il faut prendre en compte, qui est la question du concours. Le concours est indépendant de la formation MEF, ce n'est pas l'université qui s'occupe du concours. Vous vous inscrivez au concours, qui est un concours donc national, et donc vous avez des épreuves de concours, et le concours se déroule toujours de la manière suivante. Une partie admissibilité qui est composée de 3 épreuves écrites, une épreuve en français, une épreuve en maths, et une épreuve sur un domaine au choix entre sciences, histoire géo, éducation civique et morale, et le domaine des arts. J'ai oublié sciences et technologies. Pas oublié. Et enfin, 2 oraux, un oral français et maths, donc sur des situations d'enseignement en français et en mathématiques, et puis un oral autour de la question de l'EPS, la pratique sportive à l'école, l'éducation physique et sportive à l'école est importante et pose des questions particulières. Et puis, à la suite de cet oral d'EPS, un oral motivation, connaissance du système éducatif. Voilà donc pour le parcours, avec donc une diapo qui résume le parcours. Donc une première année de master, vous voyez le volume des horaires de cours qui est quand même assez conséquent. C'est un master qui a un volume horaire qui est très important, justement du fait du travail sur les différentes disciplines, entre autres, la question du stage évidemment. Et puis en deuxième année, également un volume horaire important, mais un peu moins important, puisque le stage est beaucoup plus important lui. 12 semaines de stage, on voit que ça commence à correspondre à beaucoup de jours de stage. À l'issue du master et du concours, si vous réussissez le master et le concours, vous entrez, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le corps des professeurs des écoles. Donc vous êtes fonctionnaire, et comme tout fonctionnaire de la fonction publique d'État, vous êtes sur une année de stage, et donc vous poursuivez votre formation à l'INSPE pour justement vous accompagner sur vos débuts dans le métier. Si la formation vous intéresse particulièrement, nous vous invitons évidemment à venir aux journées portes ouvertes, donc, qui sont organisées par l'INSPE. Donc sur les 3 sites de l'INSPE Lyon 1, à savoir donc le site de la Croix-Rousse pour les Lyonnais, également le site de l'Ain à Bourg-en-Bresse et également à Saint-Étienne. Donc nous sommes présents sur les 3 départements de l'académie. Donc vous avez les informations, donc samedi 10 février de 9h à 15h30 pour la journée porte ouverte. Et enfin, une diapo autour des liens qui sont utiles pour vous, importants pour vous. Je vais en prendre quelques-uns pour pas être rébarbatif. Un site évidemment que vous pouvez consulter régulièrement, c'est le site du ministère de l'Éducation nationale et plus particulièrement le site qui débute toujours par devenir enseignant. Et là vous avez toutes les informations utiles concernant le concours, le métier, le parcours de formation, etc. Donc un lien tout à fait important. Le site de l'INSPE évidemment,
Donc vous tapez sur votre moteur de recherche INSPE Lyon et vous tomberez sur le site de l'INSPE pour suivre l'actualité de la formation et également retrouver les informations sur les portes ouvertes. Vous retrouverez également un lien sur la classe dont j'ai parlé tout à l'heure, la classe de PPPE, via le site de l'Université de Saint-Étienne, puisque c'est en coopération avec l'Université de Saint-Étienne. Voilà, et puis les autres sites éducation.gouv.fr qui vous redonneront donc les informations nécessaires dont vous pourriez avoir besoin concernant le métier de professeur des écoles et les métiers de l'enseignement en général. Voilà pour le métier de professeur des écoles. Si vous en êtes d'accord, je vais laisser la parole à mes collègues du second degré qui vont vous donner des informations sur les métiers du second degré. Et puis, à l'issue de la présentation, si vous avez des questions, nous resterons ici pour répondre à vos questions. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Magali Attagnan. Je suis professeure de physique-chimie et responsable du Master MEF qui forme les futurs enseignants de physique-chimie. Et donc, je suis accompagnée de mon collègue Stéphane Deplaude, qui est le directeur adjoint de l'INSPE et le responsable du parcours sciences de l'ingénieur. Donc, nous, notre intervention d'aujourd'hui, elle va consister à vous présenter le master qui forme au professorat du second degré. Alors, si vous avez envie de transmettre, eh bien, c'est le métier qu'il vous faut. Donc, professeur dans le second degré, ça touche les collèges, les SECPA, les lycées généraux et technologiques, les BTS, les classes préparatoires et les lycées professionnels, où on a précisé que souvent, en lycée professionnel, les enseignants portent 2 disciplines. Il existe différents concours pour devenir professeur du second degré. Vous avez le premier concours, le concours le plus classique qui est le CAPES pour toutes les disciplines générales, maths, physique, chimie, français, anglais, etc. Le CAPET pour les disciplines technologiques. Le CAPLP pour enseigner en lycée professionnel. Et puis l'agrégation qui est un concours de haut niveau qui permet d'enseigner plutôt en classe préparatoire. Tous ces concours sont bien sûr déclinés dans les diverses disciplines et groupements de disciplines pour les concours dans les lycées professionnels. C'est un même concours, que ce soit pour l'enseignement public ou l'enseignement privé. C'est le même jour, ce sont les mêmes épreuves. Simplement, les gens vont être recrutés sur 2 listes d'aptitudes différentes, ce qui ne donne pas exactement les mêmes pourcentages de chances de réussir le concours. Mais les épreuves et les jurys sont les mêmes. On peut aussi, après avoir fait 3 ans ou plus de vacations dans l'éducation nationale, passer à un concours qu'on va appeler un concours interne, qui est un petit peu différent, mais qui va vous permettre lui aussi d'accéder au professorat. Ouais. Donc vas-y. Donc au niveau du métier d'enseignant, si on avait à le définir simplement avec quelques mots, la principale chose, c'est l'envie de transmettre, clairement, avoir envie d'avoir une forme d'appétence pour une discipline. Là, on parle du second degré, donc on va être des spécialistes d'un domaine. Donc il faut aimer la discipline que l'on veut transmettre, et puis avoir envie également de transmettre. Donc le goût de la transmission, avoir envie de travailler avec de l'humain, puisque voilà, nous on travaille avec des jeunes, des adultes, des jeunes adultes, des adolescents. Donc il y a quand même cette notion fondamentale. Il faut avoir envie de travailler avec un public de jeunes adultes, du savoir-être. Parce qu'on va être également beaucoup dans le relationnel. En tant qu'enseignant, on fait passer
On fait passer des notions fondamentales, mais on est aussi animateur d'un groupe. On a toutes ces notions-là aussi qu'il faut maîtriser, on va dire. Donc des compétences relationnelles, des compétences d'organisation et de planification. On a la chance d'être relativement libre en tant qu'enseignant. On a un cadre, évidemment, il y a un programme, il y a un référentiel, des choses des impondérables, des choses à faire passer, des notions à faire passer, mais au sein de notre classe, c'est nous qui allons décider des modalités pédagogiques. Et on a une grande liberté de ce point de vue-là. Et cette liberté, forcément, elle s'accompagne d'une forme de responsabilité dans l'organisation de nos progressions. Voilà, on est libre de le faire correctement, mais ça demande quand même des compétences d'organisation et de planification, donc d'anticipation un petit peu de tout ça. Une capacité d'adaptation. On a tous été des anciens élèves. Voilà, une séance, quelle que soit la préparation qu'on va mettre, quelle que soit la préparation nos anticipations, elle va se vivre, elle va être en contact avec des humains. Donc du coup, un petit chat qui passe, la neige qui tombe. Voilà, il faut pouvoir s'adapter systématiquement et c'est ce qui fait que ce métier est passionnant aussi. Envie de travailler en équipe et en projet. On pourrait imaginer qu'un enseignant est seul devant sa classe. Déjà, on n'est pas seul en face de la classe, mais on est avec la classe. Et puis, on est aussi véritablement en équipe pédagogique, quelle que soit la discipline qu'on enseigne. Alors, évidemment, quand on est dans un tout petit collège, parfois, on peut se retrouver tout seul dans notre discipline, mais en général, c'est pas le cas. Donc, très souvent, on est avec des collègues de la même discipline, des collègues qui partagent la même classe avec nous. Donc, voilà, on est dans une équipe pédagogique et on va gérer les problèmes ensemble. Et ça, c'est un des points fondamentaux de notre métier aussi, cette volonté de travailler en équipe. Beaucoup de projets, ça fait partie des choses, des points sur lesquels on travaille de plus en plus, des projets interdisciplinaires, des projets d'établissement, des projets au sein de la classe. De la créativité, il faut essayer d'être le plus originaux possible, de façon à rendre nos cours un petit peu vivants. Donc il faut essayer de faire preuve d'imagination, de créativité. De la bienveillance, ça vous en doutez un petit peu. On a besoin, nous, en tant qu'enseignants, aussi d'aimer quelque part nos élèves et d'avoir de la bienveillance vis-à-vis d'eux. On a envie de transmettre, on a envie de les faire progresser, de les faire grandir. Ça demande de la bienveillance, de l'écoute. Voilà, donc ça paraît logique. Et puis de la mobilité. La mobilité, c'est peut-être un des points. Voilà, il faut quand même le dire aussi. Parmi les défauts de ce métier-là, qui est passionnant, il y en a un particulièrement, surtout principalement pour le second degré, mais pour le second degré, c'est un concours national avec une mutation nationale aussi. Donc ça, c'est un des points qu'il faut avoir à l'esprit. On ne choisit pas forcément le lieu dans lequel on va exercer dans le second degré. Dans le premier degré, donc pour les professeurs des écoles, c'est une mutation qui est académique, donc la mobilité est relative. Dans le second degré, c'est une mutation nationale qui fonctionne avec des points, et ces points vont s'accumuler en fonction des situations personnelles de nos enfants, de notre situation si on est marié ou pacsé. Et donc on va avoir des points et comme ça, petit à petit, on va pouvoir obtenir les mutations qu'on souhaite. Mais bien souvent, quand on est jeune, on n'est pas forcément dans le lycée qui est en bas de chez nous et qu'on avait visé. Donc ça, il faut quand même aussi avoir conscience de ça. Ça fait partie des points importants. Alors après, concernant les mutations, il faut savoir qu'on peut relativement rapidement revenir dans son académie d'origine. Il est vrai qu'un certain nombre d'entre nous sont partis dans les académies parisiennes, Créteil, Versailles essentiellement. Mais voilà, ça, en fait, c'est très compliqué. Ça va dépendre des disciplines, des barèmes de points. Mais dans tous les cas, on peut redescendre rapidement dans nos académies d'origine. En tout cas, pour Lyon, c'est relativement, je dirais pas simple, mais plus simple évidemment que pour Montpellier ou Nice. Voilà. Mais encore que Nice, pour la physique-chimie, on peut l'avoir facilement. Donc, voilà. Bref, alors, c'est un métier qui est paradoxal. Donc, mon collègue tenait à ce qu'on note ce mot. Paradoxal parce qu'il procure de grands moments de bonheur. Parce que parfois, vous allez passer des heures à travailler un cours, à y réfléchir, et les élèves vont vraiment accrocher, ils vont être à fond, et du coup, vous allez être super heureux. Ça a bien marché, ils ont bien compris, et vous êtes vraiment... c'est vraiment des grands moments de bonheur, comme c'est écrit sur le diaporama. Et puis d'autres fois, ça fait tout l'inverse. Alors c'était pour ça le paradoxal, mais on voulait pas l'écrire parce que on
trouvé que ça allait être négatif. Parfois, vous avez préparé un super cours, vous êtes super content de vous, vous dites ça y est, ça va vraiment marcher. Et en fait, les élèves accrochent pas à la fin, ils suivent pas, ou voilà, ils n'ont pas compris votre logique et ça n'a pas marché. Vous sortez, vous êtes déçus. Voilà, bon, c'est un peu comme dans tous les métiers, j'imagine, sur d'autres volets. Voilà, c'est un métier où l'adaptation est permanente. Mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, puisque vous pouvez avoir 3 classes de 4e, par exemple, avec le même chapitre. Ce sera jamais la même chose parce que pas les mêmes élèves, parce que pas les mêmes contextes de classe, etc. Pas les mêmes horaires de cours. Donc en fait, le même chapitre avec le même niveau de classe peut avoir rien à voir en termes de configuration. Et puis, c'est un métier où la référence institutionnelle s'impose, puisque vous en doutez bien, les enseignants ne font pas exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent. On est tenu par un programme officiel qui est un texte de loi et qui nous oblige à suivre un cadre avec un certain contenu et une certaine façon de faire. Donc tout à l'heure, on l'a un petit peu dit, mais on va revenir là-dessus. Donc c'est un métier où on va travailler parfois un peu seul dans la préparation des cours, dans la correction. Les corrections sont un des volets aussi importants de ce métier-là. Alors selon les disciplines, il y en a plus ou moins, mais ça fait partie des choses importantes. On travaille en équipe disciplinaire, pluricatégorielle. Donc c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, avec et pour les élèves, avec les familles aussi. De plus en plus, on fait en sorte de faire rentrer les familles, ou en tous les cas de créer du lien entre les familles et l'éducation, que ce soit dans les classes primaires, maternelles, où les familles sont parfois invitées à rentrer dans les établissements, mais également nous, dans le secondaire, pour créer du lien, pour rassurer aussi les familles, pour montrer qu'on travaille ensemble. On sait très bien que quand ça dysfonctionne avec un élève, un des leviers pour trouver des solutions, c'est aussi d'échanger avec les familles pour trouver des solutions ensemble. En lien avec les différents partenaires institutionnels et les partenaires multiples. Tout à l'heure, je parlais de projets. On va être forcément amené à travailler avec des partenaires du bassin, par exemple, du bassin de l'établissement. En lycée, on va travailler avec les collèges qui font partie du bassin aussi, et puis éventuellement avec des entreprises. J'ai travaillé longtemps en classe de BTS, donc c'est du secondaire un petit peu après, mais on travaille systématiquement avec les entreprises pour trouver des problématiques. Donc on a besoin quand même de garder un pied dans la réalité. Alors, ça va être pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Tout à l'heure, on a parlé de possibilité de rentrer dans le concours par le CAPES ou l'agrégation. Dans le corps des enseignants, il y a deux possibilités. Soit on appelle ça des corps, soit on est certifié. Donc certifié, c'est pour tous ceux qui passent un CAPES, un CAPET, un CAPLP. Donc en enseignement général, en enseignement technique ou en enseignement professionnel, donc certifié, ou agrégé. Donc agrégé, c'est l'année suivante, hein, en fait, où là on devient un peu plus un spécialiste. Le corps des agrégés étant censé répondre au recrutement des enseignants, donc comme l'a dit ma collègue, plutôt en classe prépa, mais également en lycée, en BTS. Voilà, il y a des agrégés qui sont en collège aussi, hein, à la marge. Normalement, c'est censé être des gens qui sont des spécialistes, avec un niveau scientifique un peu plus élevé, ou disciplinaire en tous les cas, oui, plutôt disciplinaire, mais un peu plus avéré. Donc normalement, avec des conditions de travail qui sont différentes entre certifiés et agrégés. Si on parle hors EPS, puisque les heures sont un peu différentes, mais un enseignant certifié doit 18 heures devant élève, 18 heures de présence devant élève. Un enseignant agrégé doit 15 heures de présence devant élève, donc un petit peu moins. La rémunération n'est pas la même non plus. Donc en fait, on a tout intérêt, dans la mesure du possible, à plutôt essayer de viser l'agrégation, qui est un concours un petit peu plus difficile néanmoins. Donc voilà. Il y a 3 grades. Alors ces 3 grades concernent tant les certifiés que les agrégés. Ces 3 grades, c'est la classe normale. Donc en fait, dans l'éducation nationale, en termes salarial et puis en termes de mutation, on monte en fait petit à petit. On va incrémenter, on va augmenter en nombre de points et on va démarrer la classe normale en premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon, etc. au fur et à mesure des années. Systématiquement, quand on passe des échelons, on va être augmenté. On va passer des échelons tous les 2 ans, 3 ans, etc. selon les échelons. Mais naturellement, on va monter petit à petit comme ça, et donc on va avoir une rémunération qui va aller crescendo. Après les 11 échelons de la classe normale, on va rentrer en classe
hors classe, où là, il y a 7 autres échelons. Et pour les enseignants les plus chevronnés, une dernière classe qui s'appelle la classe exceptionnelle, qui en comprend 5. Celle-ci n'est pas automatique, ça veut dire que là, on n'a pas tout le monde qui va y accéder. On vous a mis simplement ce petit récapitulatif très succinct et voilà, à titre indicatif. On ne rentre pas dans l'éducation nationale pour devenir millionnaire. On y rentre par vocation, par envie de transmettre, par passion de travailler avec des humains, avec des élèves. Mais néanmoins, le salaire reste raisonnable. Alors là, évidemment, on a des salaires au 11e échelon, donc c'est en fin de carrière, le 11e échelon, mais on n'est pas spécialement à plaindre au niveau salarial. Bon, on va pas, voilà, a priori, on va pas recruter des gens pour ça, mais c'est pas si mal. Oui, alors ça c'est le salaire mensuel de base d'un enseignant. Bien sûr, à ça s'ajoute, enfin c'est pas bien sûr d'ailleurs parce que vous n'êtes pas censé le savoir, mais à ça s'ajoutent diverses primes, il faut quand même le dire. Une prime qui est versée systématiquement toute l'année d'ailleurs, une prime mensuelle. Qui donc augmente un peu le salaire d'un enseignant. Un enseignant peut aussi être professeur principal et une prime conséquente lui est versée. Il peut encadrer des stagiaires et une prime lui est versée. Et surtout, il peut, et c'est souvent le cas maintenant, faire des heures supplémentaires parce que on a un peu plus de mal à recruter des enseignants et donc les enseignants en poste font des heures supplémentaires et ces heures supplémentaires sont valorisées de façon non négligeable dans le salaire. Du fait, ce sont vraiment ça des salaires de base, mais ça ne correspond pas à ce que touche réellement un enseignant qui va toucher quand même un petit peu plus tous les mois. Voilà. Donc peut-être pour repréciser ce que disait mon collègue sur les agrégés et certifiés, vous pouvez voir un écart qui est considérable de salaire entre les deux. Et avec des heures en moins. Et donc, dans le statut des agrégés, c'est vrai que lorsque ce statut a été créé, c'était vraiment pour enseigner en classe préparatoire. Aujourd'hui, on retrouve les agrégés dans les lycées majoritairement et BTS et classe préparatoire. En collège aussi, mais extrêmement rarement quand même. Voilà, les agrégés constituent environ 10% du nombre d'enseignants total. Et voilà. Par contre, ce que mon collègue vous a peut-être pas assez dit, c'est que c'est un concours de très haut niveau. Donc c'est quand même, c'est un concours qui est très difficile à avoir, d'où le fait qu'on se retrouve avec des écarts de salaire comme ça. Voilà. Donc ici, on vous a mis le nombre de places au concours. En 2024, il y avait 23 326 postes offerts dans l'enseignement public. Voilà. 9 900 pour le concours de professeurs des écoles et 13 426 au concours des professeurs de second degré, des personnels d'éducation, donc CPE, et psychologues de l'éducation nationale. Pour vous donner un ordre d'idée, on vous a indiqué ici une slide avec le nombre de places selon les typologies de concours. Voilà, on ne va pas commenter ça, on va peut-être passer même. Voilà, c'est pour dire qu'il y avait 1700 places à l'agrég, là où il y a à l'agrégation, là où il y a 5122 places au CAPES, par exemple. Ouais. Cette slide-là pour vous montrer qu'il existe de nombreuses disciplines qui portent un CAPES. Donc vous avez bien sûr le CAPES d'art plastique, de documentation, d'éducation musicale et de chant choral, histoire géo, les langues vivantes, anglais, allemand et autres. Les lettres qui correspondent à ce que vous pouvez connaître au niveau de la terminologie en tant que français. Les mathématiques, le numérique et les sciences informatiques, la physique, chimie, la philosophie, la science de la vie de la Terre et les sciences économiques et sociales. Ça, ce sont pour les concours d'enseignement général. Et puis, vous avez les concours en lycée professionnel avec ceux qui sont notés ici, économie-gestion, hôtellerie-restauration, sciences et techniques médico-sociales, sciences industrielles de l'ingénieur, biotechnologie et design et métiers des arts. Voilà. Il n'est pas question ici de rentrer dans le détail de toutes les spécialités qui existent, notamment des CAPLP, mais il y a des CAPLP dans tous les domaines, ébénisterie, horticulture. Voilà. Là, on a généralisé, on a appelé ça sciences techniques de l'ingénieur, mais dans les sciences et techniques de l'ingénieur, il y a toutes les spécialités possibles et imaginables, de la chaudronnerie, horticulture, ébénisterie, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes ces spécialités donnent lieu à un CAPLP.
alors par exemple, si on prend l'exemple de l'horticulture, il n'y a pas une licence pour préparer le concours ou un master pour préparer le concours d'horticulture. Donc nous, on va vous former, on va les former, ces gens-là, pour passer un concours, sachant qu'on peut supposer que moi, pour le coup de l'horticulture, c'est moi qui les formerai. Ils sont bien meilleurs que moi en horticulture. Mais, par contre, ce que je vais leur apporter, ça va être plutôt tout ce qui est didactique, éventuellement didactique, pédagogie, des choses très transverses. Mais en horticulture, on a affaire à des spécialistes. Donc voilà, tous ces concours-là, il y a vraiment une diversité de concours possibles. Voilà, mais à voir éventuellement selon vos cas. Donc au niveau des cursus et des formations, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'une réforme était peut-être à venir dans les années qui arrivent. On pourra l'évoquer éventuellement dans les questions-réponses, mais on va vous parler de ce qui est d'actualité aujourd'hui, puisque aujourd'hui on sait que c'est ça. Une licence, donc comme tout à l'heure pour Fernando, nous on va quand même privilégier les licences disciplinaires. Alors les licences disciplinaires, dans le cas de ma collègue qui prépare au concours de sciences physiques, ça va être des licences disciplinaires dans les sciences physiques et disciplines associées, on va dire. Mais voilà, normalement il faut quand même une licence qui soit dans le domaine adéquat. Pour moi qui suis en sciences de l'ingénieur, je regarde un petit peu les CV des gens et puis les licences qui ont pu être faites. Ça peut être également des licences professionnelles dans le cas des sciences de l'ingénieur. Ensuite, vous rentrez à l'INSPE. Donc là, nous, on vous forme pour faire un master. Donc c'est un petit peu redondant avec ce qu'a dit mon collègue Fernando tout à l'heure. Mais on va former au master MEF. L'intérêt de cette formation en master MEF, c'est que c'est une professionnalisation progressive. On va vous former à la fois au concours. Donc vous préparez à l'obtention du concours, vous donnez les compétences pour être un enseignant plus tard le plus compétent possible, mais également on va vous mettre en stage petit à petit, progressivement. Et donc ces stages, donc, comme l'a dit Fernando tout à l'heure, c'est nous qui nous occupons de vous trouver des berceaux pour effectuer ces stages. Mais petit à petit, vous allez rentrer dans le métier et vous professionnaliser progressivement. Donc là, l'idée étant que derrière, le jour où vous obtenez le concours, que vous avez validé votre master MEF, vous sachiez déjà qu'est-ce que c'est que ce métier-là et que vous ne soyez pas surpris par les contenus. Néanmoins, vous pouvez passer le concours également par n'importe quel autre master. Le concours peut se présenter en candidat libre pour n'importe qui aurait n'importe quel master de n'importe quelle discipline. Ensuite, vous allez devenir fonctionnaire stagiaire, temps plein ou mi-temps. Donc là, c'est après l'obtention du concours. Donc là, voilà, je vous disais tout à l'heure, professionnalisation progressive, donc temps plein ou mi-temps. Et puis ensuite, la titularisation. Il y a à droite un continuum de formation pour vous expliquer que la formation dans ce métier qui est un métier d'adaptation, qui est un métier qui est réformé assez fréquemment, on a la nécessité, nous, d'être formés tout au long de notre vie. Donc on va être formé sur la discipline, on va être formé donc dans les domaines de notre discipline, et puis on va être également formé par des formations sur la laïcité, sur les notions d'éthique, de valeur, sur le harcèlement scolaire, toutes ces notions-là qui au fur et à mesure nous préoccupent. Donc le triple challenge des Master MEF, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est un petit peu c'est redondant, mais donc à la fois préparé au concours, préparé au concours pour l'ensemble de ces masters. Donc là, c'est un petit peu on travaille par bloc. Il y a des blocs qui préparent nos étudiants au concours. Également, préparer au métier. Puisque finalement, au-delà du concours, le concours n'est pas aujourd'hui le concours le plus exigeant ou le plus discriminant qui soit. Un élève qui travaille correctement, qui s'investit, qui a de l'appétence pour ces disciplines-là et un minimum de travail va valider son concours. Donc l'idée, c'est quand même clairement surtout de préparer au futur métier. Donc préparer la prise en charge de groupe et puis préparer la prise en charge de classe en responsabilité. Et puis également, puisqu'on est un master, une formation qui a quand même une dimension universitaire, puisqu'on peut avoir aussi des étudiants qui feraient un master 1, un master 2, qui ne passent pas le concours et puis qui continuent, qui auraient envie de continuer plus loin dans le cursus universitaire. Et donc pour ce faire, on a aussi dans notre offre
l'offre de formation un certain nombre de points en lien avec des mémoires, avec voilà, on fait de l'initiation à la recherche. Alors c'est pas vraiment de l'initiation, hein, mais c'est pas non plus une thèse, mais voilà, on a un mémoire à faire en M2 qui est un travail conséquent sur toute l'année et qui peut s'apparenter à une première initiation, à un travail de recherche. Alors sur Lyon 1, donc c'est une université plutôt scientifique. Donc vous allez entrer plutôt dans les licences scientifiques qui vont préparer, qui vont vous permettre ensuite d'entrer dans les master MEF plutôt mathématiques, physique, chimie, SVT, SI ou NSI, qui est master numérique. Mais notre composante, l'INSPE, qui prend en charge ces master MEF, elle prend en charge l'ensemble des master MEF, c'est-à-dire là on vient de vous citer les master MEF qui sont portés par Lyon 1, c'est-à-dire les master MEF scientifiques, mais il y a aussi tous les master MEF, histoire géo, français, etc., préparés dans d'autres universités, mais rattachés à notre composante, c'est un peu compliqué quand on comprend, voilà, qui est elle rattachée à Lyon 1. Voilà. Donc, ce qui fait que à l'INSPE de Lyon, vous pouvez donc retrouver l'ensemble des disciplines préparées, enfin l'ensemble des masters plutôt disciplinaires. Donc là, on vous a fait une slide où on vous a juste remis l'ensemble de ces masters, les PLP et aussi le master encadrement éducatif qui est le master qui forme au métier de CPE. Et bien, comme notre collègue précédemment, nous vous invitons donc à venir à la porte ouverte de l'INSPE. L'INSPE se situe à la Croix-Rousse et la porte ouverte est le 10 février. Et dans ce cadre-là, vous rencontrerez directement les responsables des filières, soit les filières PE, soit les différentes filières qui vous intéressent. Exemple, vous voulez devenir professeur d'histoire géo, eh bien, il y aura certainement le responsable de la filière histoire géo qui sera présent pour vous donner des informations sur la question de façon plus précise que ce que nous, on pourrait vous donner ici. Puisque, peut-être on l'a pas assez dit, mais ces Master MEF ont une structure qui est commune. Mais après, bien entendu, chaque discipline va décliner ses enseignements comme en lien avec ce qu'elle propose. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons passer à la phase question. Donc, tu voulais ajouter un truc ? Juste pour anticiper d'éventuelles questions, une réforme semble être en route concernant la formation des enseignants. Alors, pour l'instant, nous n'avons aucun texte officiel, donc nous sommes dans l'expectative. On en sait à peine plus que vous, peut-être. Parmi les pistes qui seraient envisagées, ça serait notamment le déplacement du concours en fin de licence. Donc ça veut dire que vous, potentiellement, ça vous impacterait directement. On doit avoir des prérogatives et des textes officiels qui devraient arriver courant du mois de janvier, donc demain peut-être. Mais donc du coup, une des pistes serait donc ce concours qui serait ramené en fin de licence, avec néanmoins toute la philosophie de la formation qui ne serait pas changée. La seule difficulté ici, ça serait de savoir comment on peut former les gens au concours, sachant que nous les récupérons nous en master. Donc là, on attend pour l'instant des textes et puis on sera à l'étude pour vous proposer des solutions en licence. Mais néanmoins, on resterait sur l'obtention du master. Toujours pareil, donc Master 1, Master 2, donc la masterisation qui resterait un des points clés de même en cas de réforme. Voilà, donc a priori, toute la philosophie qui consiste à se professionnaliser petit à petit resterait d'actualité. Peut-être que le curseur concours serait déplacé. Donc c'est quelque chose qui, pour ceux parmi vous et celles qui sont intéressés par ces métiers-là, essayez d'être un petit peu vigilants dans les semaines à venir, éventuellement de suivre un petit peu l'actualité, parce que ça pourrait être un concours qui serait ramené en licence plutôt que master. Donc c'est quelque chose d'un peu important. En fin de licence 3, hein. Oui, pardon. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, nous pouvons répondre à des questions. Comme nous sommes les derniers dans l'amphi, on n'est pas obligé de se déplacer, de changer de salle. Donc si quelques-unes ont des questions pour Magali, Fernando ou moi, n'hésitez pas. Peut-être ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher.
Ceux qui veulent quitter, on vous invite à quitter plutôt vers le haut de l'amphi. Et merci de votre participation en tout cas. Comment? Dans quelle licence exactement? Alors non, quelle... Alors nous on forme qu'en master pour l'instant. Aujourd'hui on forme en master 1 et master 2. Il existe des... Avant c'est pas nous qui les formons. Il y a les licences sciences de l'éducation à Lyon 2 notamment pour les professeurs des écoles. Mais nous... Hein? Mais pas que, oui, effectivement. Mais nous ne formons pas en licence. Nous, c'est après. Que master, oui, tout à fait. Et donc, les licences qui permettent de nous rejoindre spécifiquement, ça peut être des licences en sciences de l'éducation, par exemple, mais ça peut être une licence en maths, en français, une licence en maths pour faire professeur des écoles, c'est tout à fait pertinent, parce que du coup, on a quelqu'un qui a des compétences mathématiques, par exemple, assez avérées, et donc il y aura des facilités à passer le concours. Mais une licence en français, une licence en histoire géo, voilà, ça va très très bien pour le concours professeur des écoles. Après, pour les concours du second degré, c'est quand même bien d'avoir une licence de la discipline. Voilà. Oui. Pour préparer la grecque, master MEF ou disciplinaire? Pour préparer l'agrégation, mieux vaut faire un master disciplinaire. L'idéal, ça serait d'intégrer, alors si vous êtes à Lyon, Normal Sup à Lyon, parce que il propose une formation de très grande qualité. Après, il existe d'autres universités qui peuvent former à l'agrégation. Il s'avère qu'à Lyon, pour les disciplines scientifiques, par exemple, à Lyon 1, on n'a pas de préparation à l'agrégation puisqu'il y a l'ENS, justement. Donc, en fait, on va retrouver les prépas agrég que dans les universités où il n'y a pas d'école normale, par exemple. Voilà. Mais oui, en fait, on vous conseille vraiment... de toute façon, on ne peut pas réussir l'agrégation si on n'a pas un master disciplinaire. Voilà. Dans la discipline. C'est trop ambitieux comme concours sinon. Une autre question ? On parle de l'agrégation externe. Oui, voilà. Jeune fille ? On met un an, pourquoi ? Combien de temps, c'est ça? Combien de temps, c'est un an. Donc, combien de temps, pourquoi ? Une année de master 1, une année de master 2. Donc, à l'issue, aujourd'hui, à l'issue du master 2, on passe le concours, on obtient le concours. Et l'année d'après, on est stagiaire. On est stagiaire. Et l'année d'après, on est stagiaire. Donc, master 1, master 2. À la fin du master 2, on passe le concours. Et l'année d'après, alors, on est plein d'acronymes, mais l'année d'après, on est stagiaire 100% ou stagiaire 50%. Mais on est stagiaire. Rémunéré. Alors, rémunéré au prorata du pourcentage. Du pourcentage d'heures. Alors, par exemple, ce qu'on a, nous, comme cas de figure, c'est des gens qui vont préparer un master MEF. Donc, pour ma discipline physique-chimie. Donc, ils vont préparer le CAPES de physique-chimie. Et puis, ils vont plutôt être bien classés. Et ils vont quand même faire, après le CAPES, un dossier pour entrer à l'ENS dans la prépa agrég. Et souvent, s'ils ont réussi le CAPES et qu'ils sont plutôt bien classés, ils rentrent à la prépa agrég de l'ENS, là où ils n'étaient pas rentrés à la sortie de licence, par exemple. Tu vois ? En réalité, il y a quand même des passerelles. Voilà. C'est pas rare, nous, qu'on ait des étudiants qui passent et le CAPES et l'agrég. Alors après, pour notre discipline spécifique, qui est une discipline expérimentale, par exemple, c'est compliqué d'avoir l'agrégation sans la préparer dans un centre qui permet, pour le coup, pour nous, d'expérimenter et d'utiliser du matériel qui, voilà. Par exemple, en mathématiques, c'est plus facile de de se préparer seul, en fait. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Donc, il est aussi possible, par exemple, pour le CAPES il n'est pas rare de voir des gens qui réussissent le CAPES de maths et l'agrégation de maths parce qu'ils s'inscrivent aux deux et ils peuvent très bien passer les deux et l'avoir
avec la formation MEF, voilà. Mais en ce qui concerne par exemple ma discipline, c'est difficile parce que les TP de CAPES et les TP d'Agrég ne sont pas les mêmes en fait. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on passe à un CAPES ou une agrégation. Ce qui arrive derrière, c'est le métier. Donc l'avantage du Master MEF, c'est que vous avez la formation au métier proprement dit. Alors qu'en agrégation, la préparation à l'agrégation, on est vraiment sur un travail disciplinaire pointu. La dimension métier est moins accentuée. Donc c'est un calcul un peu compliqué à avoir, mais ne jamais perdre de vue que le métier derrière reste le même, qu'on soit certifié ou agrégé. On est face à des élèves, on est dans cette relation aux élèves qui est si prenante et si passionnante. Donc la question de l'anticipation du métier me semble quand même assez importante. Voilà. Après, quand on est enseignant, par exemple si on a le CAPES, au bout de 5 ans, on peut passer l'agrégation dite agrégation interne, qui est une promotion en interne et qui est un peu différente de l'agrégation externe et qui par contre nous met dans la même grille de rémunération, dans le même statut. Donc en fait, il y a aussi énormément de gens qui font ça. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, enfin c'est 5 ans minimum, il ne faut pas avoir trop perdu de ses connaissances universitaires. Voilà, ça c'est pas simple, hein, on le sait, parce que finalement on se dit oui, dans 5 ans je le ferai, et puis après on passe à autre chose, on rencontre quelqu'un, on a envie de faire le tour du monde, ou on a des enfants, ou je ne sais quoi, et après et après ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, parce que ça reste un concours de très haut niveau, que ce soit en interne ou en externe, si ce n'est qu'en interne c'est peut-être un peu plus accessible. C'est un peu plus axé sur le métier, à peine plus, mais un tout petit peu plus, là où l'externe est quasiment, la composante métier est quasiment inexistante. Dans l'externe, on a essentiellement une grosse expertise disciplinaire. Voilà. À la préparation à l'agrégation, elle est de 1 an. Voilà. Pour Lyon, pour les disciplines scientifiques et même pour les disciplines littéraires, à Lyon, c'est à l'ENS, oui, parce que comme on a l'ENS, du coup, les universités n'ont pas développé leur propre prépa à l'agrégation. Pour les autres disciplines, on a des formations dans certains établissements en fait qui font des formations le mercredi après-midi de préparation à l'agrég interne et externe. Voilà. Après l'obtention du concours, assez rapidement, nous on a quand même un certain nombre d'étudiants qui obtiennent le concours, qui lorsqu'ils sont stagiaires commencent à se poser la question de l'agrégation et s'inscrivent assez naturellement très vite pour rester un petit peu dans le bain et parce qu'ils savent qu'à un moment ou un autre faudra y aller quoi. Donc voilà, nous on a vraiment cette dimension professionnalisante qui fait qu'après nos stagiaires savent ce que c'est que le métier d'enseignant. Mais voilà, on a assez traditionnellement un certain nombre de nos étudiants qui derrière enchaînent sur les agrégations, sachant qu'ils ont passé le CAPES, donc ils se sont forcément naturellement mis au niveau. Et donc voilà, dans la continuité, ils peuvent voilà. Et il existe plein de petites formations. Donc là à Lyon, il y a des formations aussi en dehors de l'ENS, des formations d'agrégation interne et externe. À la Martinière-Montplaisir par exemple, et il y a ça. Voilà, il y en a. Dans ma discipline, en fait, c'est relativement disciplinaire. Dans ma discipline, en sciences de l'ingénieur, l'ENS est à Paris et à Cachan. Et chez nous, on a une formation, mais qui a des résultats qui sont quasiment aussi bons que l'ENS de Cachan. Donc, voilà, en termes de résultats, on a des formations à Grenoble aussi. Voilà. Donc, on peut pas tout à fait généraliser. Les agrégations internes sont des agrégations aussi où il y a beaucoup moins de postes. C'est au prorata du nombre de postes au CAPES, donc c'est un pourcentage ou d'étudiants à l'ENS, je crois plutôt. Donc c'est un pourcentage d'étudiants à l'ENS et donc du coup, dans ma discipline par exemple, il y a 5 postes à l'agrégation interne. Donc voilà, ça veut dire que il y a pas 200 candidats non plus, mais il n'y a quand même que 5 postes. Voilà. Par an. Oui. Alors ça dépend. Là, on étudie au cas par cas, hein, mais effectivement, dans ma discipline, on va parler de ce qu'on connaît, mais dans ma discipline, je recrute des gens qui sont ingénieurs, par exemple,
n'ont pas une licence, qui ont une licence pro, qui ont fait un certain nombre d'années dans le privé. Nous, par exemple, pour le passage, le passage des CAPES, du CAPET, quelqu'un qui aurait exercé comme statut cadre pendant 3 ans a le droit de passer le CAPET. Donc voilà, il existe plein de passerelles comme ça. Et BTS plus. Ah, si c'est un prérequis, ce que j'allais dire, moi j'allais nuancer. En fait, pour les matières plus générales, peut-être, je sais pas comment le dire. Par exemple, nous on va clairement regarder. Alors licence ou équivalent, c'est-à-dire école d'ingénieur, ça ok. Par contre, c'est vrai on prendra pas on va pas se mentir, c'est la première chose qu'on regarde sur le CV. Soit il y a une licence de physique, soit il y a une licence de chimie, soit il y a une licence de sciences physiques ou un équivalent, comme j'ai dit, école d'ingénieur. Mais on va pas prendre une licence de biologie ou je sais pas quoi. Par contre, voilà, on a aussi plein de gens qui viennent de DUT. Non, ça a changé de nom, ça s'appelle BUT, voilà. Mais bon, voilà, qui anciennement venait de DUT et après qui avait fait une licence, voilà, de physique ou de chimie. Mais n'empêche que voilà. Après, on va pas se mentir non plus que les étudiants qui réussissent le plus aisément, ce sont ceux qui ont fait des prépas, même qui n'ont pas réussi à aller au bout. Voilà, qui ont pu arrêter, mais qui ont fait au moins 1 an de prépa parce qu'il y a une formation qui est quand même plus intensive, on va pas se mentir, et plus encadrée certainement. Ah bah oui, non, c'est certain. Voilà, donc eux, ils arrivent. Bon, voilà, au niveau des écrits, ils sont plus opérationnels. Au niveau des TP, ils ont un savoir-faire qui est différent parce qu'ils ont été plus encadrés, et donc en général, ils réussissent plus facilement. Voilà. Après, ceux qui ont fait des IUT, enfin ceux qui sont allés en IUT, voilà, vont avoir des atouts. Dans chaque formation, il y a des points forts et des points plus faibles. Hein. Mais bon, après, ça a du sens, je pense, de prendre aussi des gens qui ont la formation adaptée. Parce que, alors, nous, en physique-chimie, par exemple, on reçoit, je sais pas, 200 dossiers pour notre master, 250 dossiers. L'année dernière, on a traité pour 30 places. Donc forcément, ça fait partie des premiers critères qu'on regarde. Après, le critère principal, de toute façon, c'est aussi la géographie, enfin la sectorisation. C'est-à-dire, si vous venez d'une licence de physique, de chimie ou de sciences physiques de Lyon, on vous prend pratiquement d'office parce que là aussi, ça s'est conventionné. On doit majoritairement sectoriser. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. On le dit à chaque fois quand même aux étudiants pour qu'ils le sachent bien que on prend prioritairement les gens qui ont fait des études dans notre bassin, enfin dans notre académie. Voilà. D'autres questions ou c'est tout bon pour vous, messieurs, dames? Eh bien, on vous souhaite une belle soirée et puis peut-être au plaisir de se revoir dans quelques années en cours. Merci beaucoup.